L'enquête se poursuit ce soir alors qu'une jambe s'est échouée sur les rives du lac Buena Vista. Samedi matin, cette découverte a secoué des dizaines de familles qui étaient venues au lac pour nager, skier et camper. Avant l'arrivée des enquêteurs, des campeurs ont pris des photos de la jambe. Nous ne vous les montrerons pas, mais la jambe est très foncée, peut-être à cause de la décomposition. Quand la jambe a été trouvée, notre page Facebook existait depuis peu de temps et quelqu'un m'a envoyé la photo. On aurait dit la jambe de Bailey parce qu'il y avait un oignon. Je me suis dit, ça y est, c'est mon bébé. Jane était persuadée que c'était Bailey. Mais je me disais que ça pouvait aussi être Micah. Dire que cette découverte est mystérieuse serait un euphémisme. Est-ce que le reste du corps est quelque part dans le lac? Et la jambe a-t-elle été coupée ou s'est-elle détachée naturellement à cause de la décomposition? Le bureau du shérif dit que seule l'autopsie nous apportera des réponses. Je voulais vous montrer. Je suis au lac Buena Vista. Je vais voir s'il y a quelqu'un. C'est ce qu'on fait quand sa fille a disparu. On cherche à des endroits improbables. Vous voyez, l'eau est très trouble. Est-ce que ma fille se trouvait dans ce lac, en morceaux? Nourrissait-elle les poissons? Je ne sais pas comment on est passé de 2 enfants disparus à des membres découpés. Qui pouvait croire que quelqu'un de Bakersfield était assez dérangé pour faire ça? Je vous en supplie. Si vous avez le moindre indice, parlez au sergent Garrett. Donnez-lui un point de départ. Mon bébé me manque! Notre communauté est captivée par l'image d'une ravissante jeune fille et celle de sa mère implorant son retour. Des milliers de ces flyers ont été accrochés en ville. Et alors que la famille de Bailey Despot continue de chercher des réponses, ils reviennent sur les aspects sombres et mystérieux de sa vie avant qu'elle disparaisse. C'est une histoire digne d'un film. On pense jamais que ça va nous arriver à nous. Surtout que Bailey a grandi dans un beau quartier et a eu une enfance choyée. Elle aurait pu avoir tout ce qu'elle voulait. Mais elle a pris un mauvais virage. J'ai passé sa dernière année, ou ces derniers 18 mois, à essayer de la sauver et de la garder en vie. Parce que je sentais qu'elle perdait pied, que sa vie était en train de s'écrouler. Au printemps 2017, le court mariage de Bailey prend fin. C'est à ce moment-là qu'elle commence à se faire de nouveaux amis et à se droguer. Elle a commencé à côtoyer des gens qui n'étaient pas très recommandables, qui faisaient beaucoup la fête. Elle s'est fait aspirer par ce style de vie. Elle a complètement changé. Et c'est ça qui a fait qu'on s'est un peu éloignés. Elle a eu pas mal de problèmes, à commencer par son arrestation en juillet pour trouble à l'ordre public. Et puis, elle a été agressée sexuellement. D'après Jane Parent, sa fille aurait été victime d'un viol collectif dans un appartement après avoir été droguée à son insu. Sa famille explique avoir essayé de la faire suivre par un psychologue, mais les choses ont empiré entre l'été et l'automne 2017. En septembre, elle a fait une overdose. Elle m'a dit « Je ne voulais pas faire une overdose. J'essayais juste d'oublier l'agression. » Je ne sais pas où elle trouvait ces gens. Je ne connaissais aucun de ses copains. La seule personne qu'elle côtoyait et que je connaissais, c'était Micah.
Micah et moi, on s'est connus par des amis communs quand il travaillait dans une banque de la ville. Quand je l'ai rencontré, il gagnait très bien sa vie. Il était bien sous tout rapport. J'ai appris que Micah et Bailey étaient amis quand Bailey a commencé à partir en vrille. Elle me disait que Micah l'aidait. Micah appelait des Uber pour qu'ils aillent chercher Bailey à des fêtes où elle ne voulait pas rester. Elle côtoyait des gens vraiment louches. Mais plus j'essayais de l'aider, plus elle me repoussait. Je sentais que quelque chose de grave allait lui arriver. Des équipes de recherche composées uniquement de volontaires ont ratissé le lac, ce qui apparemment est très compliqué en raison du manque de visibilité. Ils sont obligés de tâtonner. J'étais complètement bouleversée. J'étais en colère. J'étais dans tous mes états. L'idée de ne jamais la retrouver est horrible. Je veux trouver le reste de son corps. De nouvelles recherches ont été menées ce matin, mais elles n'ont malheureusement rien donné. Et les autorités ont expliqué qu'elles ne referaient pas de recherche à moins que quelqu'un leur communique des informations plus précises. Une famille au bord de la rivière, avec des ados, a aperçu un sac dans l'eau lesté par des pierres. Les enfants ont tout naturellement cru que c'était un trésor, donc ils étaient contents. Mais dans le sac, il y avait un bras. J'ai appris que des restes humains avaient été retrouvés dans la rivière, près de Hart Park. Oui. Et je suis presque sûre que c'est Olivia qui me l'a dit. Oui. C'était bien d'avoir été averti avant que ça passe aux infos. Pour la deuxième fois en 3 semaines, des restes humains ont été retrouvés dans une étendue d'eau, cette fois dans la rivière Kern. Quand on a trouvé le bras, de la corde orange et noire fermait le sac et il y avait un collier de serrage autour du poignet. C'était une découverte inhabituelle. Il y avait des marques d'outils sur la partie supérieure. Et un expert a conclu que le bras avait été scié. L'os avait été scié aux 3/4, puis ensuite fracturé. Un peu comme quand on coupe un rondin de bois, que la scie se coince et qu'on termine en cassant ce qu'il reste. On a souvent eu des noyés que personne n'a retrouvés. Oui. Je ne sais pas ce que vous vous êtes dit, mais quand ils ont annoncé qu'ils avaient trouvé des membres, je n'ai jamais douté qu'il s'agissait d'un énième noyé. Un noyé n'aurait pas été retrouvé dans un sac. On enquête sur de nombreux homicides où les gens se font tirer dessus, mais une personne découpée, c'est une toute autre histoire. L'eau est froide et le bras y a été immergé. Cela nous a empêchés de relever des empreintes digitales. Des échantillons ADN vont être prélevés sur les 2 membres, puis comparés. Beaucoup attendent les résultats avec impatience, surtout les familles de plusieurs personnes disparues. On a vite compris combien de temps le ministère de la Justice mettait pour analyser les restes humains. Et quelle famille veut attendre 1 an? Ma fille a disparu. Pourquoi je ne peux pas demander à ce que ses membres soient testés? Je me souviens avoir été abattue par cette nouvelle. On venait de retrouver un membre humain dans une rivière et j'allais devoir attendre 1 an pour savoir si c'était mon fils. Oh,
Oh, les matchs de foot. Il voulait dormir, gagner de l'argent et faire de la guitare. Quand Micah avait 19 ans et qu'il était à la fac, il y a eu le 11 septembre. Il nous a appelés peu de temps après et il nous a dit « Je vais finir l'année, mais après, je rentre pour rejoindre les Marines. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a rejoint les Marines. Il trouvait ça cool de donner sa vie à l'armée. Il était fier de servir son pays. Il a fini l'entraînement, mais après, il est tombé malade. C'est là que sa tumeur bénigne à la gorge a commencé à grossir. Il était très malade. Et il était à l'armée. Ils ont alors décidé de le relâcher pour qu'il puisse rentrer et se faire opérer de la gorge. Il était très triste à l'idée de ne pas pouvoir s'engager. Peut-être 2 mois après ça, il a subi une opération très lourde. Il avait très mal et il est rentré avec des antidouleurs. Après l'opération, il a décidé qu'il voulait travailler dans une banque. Il a commencé comme guichetier, puis il est allé travailler pour de grandes banques et a été agent de change pendant quelques années. Il s'est marié en 2008. Il a eu un fils peu après, qui était tout pour lui. La famille comptait beaucoup pour lui. Sa famille était importante. Être père était très important pour lui. Et puis, au fil des années, les choses ont commencé à se détériorer. Micah et sa femme étaient en train de se séparer. C'était devenu impossible de vivre avec Micah. Il était très imprévisible et très mal. Et je pense que tout ça est dû au fait que Micah a dû prendre des antidouleurs. Il était agité, il sortait, il passait des coups de fil, il revenait et il ressortait. Un jour, je l'ai suivi et je lui ai demandé s'il allait bien. Mais à l'époque, il divorçait, donc je me suis dit que c'était tout à fait normal. Et il a tout gardé pour lui. Plus ça allait, moins il était lui-même. La dernière fois que je l'ai vu, il était ailleurs. Je l'ai laissé tranquille, je lui ai dit « Tu as des choses à régler, et ça ne me regarde probablement pas. » Mais comme tout le monde, je me dis que j'aurais dû insister. Il a commencé à remplacer ses bons amis et ses vieux amis par des gens louches. Il était parano. Si je l'emmenais quelque part, il me faisait éteindre mon téléphone. Le mettre en mode avion. Il m'appelait en pleine nuit. Je sais pas où je suis, quelqu'un essaie de me tuer. Il est rentré un jour en nous racontant qu'on l'avait kidnappé, qu'on l'avait mis dans le coffre d'une voiture et qu'on lui avait attaché les jambes et les mains. Il voyait un psy, donc on avait peur qu'il s'agisse d'une sorte de maladie mentale. On ne savait pas si c'était vrai. On pensait qu'il délirait. C'était horrible, parce qu'on pensait qu'il perdait la tête. J'ai appelé des psychologues, j'ai appelé tous les gens que je pouvais appeler. Je leur disais, quelque chose ne va pas. Et la dernière personne à qui j'ai parlé a dit, on ne peut rien faire, il est majeur. Il avait perdu son travail. Il n'était plus couvert. De temps en temps, il nous empruntait de l'argent
Le ton de ses appels et de ses messages a commencé à changer un peu. Il était en colère et incohérent. Sa personnalité était en train de changer. Il coulait et je suppliais tout le monde de m'aider. J'ai dit, vous savez quoi? Quelqu'un va mourir, ou il va y avoir un incendie. Quelque chose de terrible va arriver et personne ne nous aide à empêcher ça. C'est dur en tant que mère de parler de certaines choses. Mais je n'avais pas idée de l'ampleur de ce que James était en train de vivre jusqu'à ce qu'il meure. Et il ne voulait pas que les gens sachent qu'il n'allait pas bien. Il ne voulait pas montrer qu'il avait des problèmes. On savait que James avait des soucis, mais on parle de se faire virer de son boulot ou d'être en retard le matin. Des trucs qui restent acceptables. À San Diego, le jour de son anniversaire, il s'est fait renverser et il s'est cassé le poignet. Donc il a dû se faire opérer et on lui a mis des broches. C'est là qu'il est devenu accro aux antidouleurs. Il suffisait d'aller chez un médecin et il vous prescrivait des médicaments pour un mois. C'était très facile d'y avoir accès. Et je pense que quand sa relation a commencé à battre de l'aile, il s'est appuyé sur ses comprimés. Comme beaucoup de gens. Puis la loi a changé et les médecins en prescrivaient moins. James est alors passé des médicaments sur ordonnance à tout ce qu'il pouvait trouver dans la rue. Micah prenait de mauvaises décisions et l'usage de médicaments n'a fait qu'exacerber ça et a conduit à encore plus de drogue. Il a vu son monde s'effondrer. James n'était pas comme ça, et jusque quelques mois avant sa mort, je dirais pas que c'était ce qu'il était, mais il était devenu accro. En un an, il était passé de beau gosse, 1m95, 110 kilos, des tablettes de chocolat, bronzé, à 75 kilos. C'était plus lui. Un peu avant d'être tué, j'ai remarqué qu'il côtoyait des gens que je n'avais jamais vus. Ce n'étaient plus ses amis habituels. Il les retrouvait dehors, dans l'allée. Et maintenant, je me dis que ces gens lui apportaient de la drogue. Micah Olson-Bake, 35 ans, avait disparu depuis une semaine lorsque James Kulstad, 38 ans, a été tué par balle le 8 avril. James était près de Sandstone Lane et de Mountain Ridge Road lorsque quelqu'un a tiré dans sa voiture. Je me suis toujours dit que le meurtre de James serait la première affaire des trois à être résolue. Mais ce ne fut pas le cas. J'ai vraiment l'impression que concernant James, personne ne veut parler. Beaucoup de gens craignent pour leur vie et ne veulent pas se retrouver mêlés à ça. C'est dur de savoir qu'il y a un tueur en liberté. Je pense à la sécurité des gens de notre communauté. Pour Jane Parent, les 100 derniers jours ont tous commencé de la même façon. Elle se réveille et accroche des flyers de sa fille disparue. Quand je sens que je deviens folle, je sors accrocher des flyers. Qu'elle soit morte ou vivante, je veux juste retrouver ma fille. Et comme si les recherches et l'incertitude constante quant à ce qui est arrivé à Bailey n'étaient pas suffisantes, la mère de la jeune fille doit faire face à quelqu'un qui veut rendre sa quête encore plus dure. Dans un quartier de Rosedale, quelqu'un a recouvert ses flyers avec d'autres et agressé les poteaux électriques pour l'empêcher d'en accrocher de nouveau. Les affiches collées par-dessus celles de Jane parlent de santé mentale et du fait de se faire passer pour victime. Quelqu'un joue avec mes nerfs. On essaie de me faire peur pour que j'arrête de chercher Bailey.
Alors que le nombre d'homicides ne fait qu'augmenter, les familles de victimes se battent pour que leurs enquêtes restent une priorité, alors que d'autres affaires s'ajoutent à la liste. Aux infos, on entendait parler de nouveaux meurtres tous les jours. On se disait que les enquêteurs n'avaient déjà pas assez de temps pour nos dossiers et que ça n'allait pas aller en s'arrangeant. On avait besoin d'yeux et d'oreilles. Le sergent avait besoin d'aide. On a monté une association et on a découvert que certaines choses devaient être améliorées pour les prochaines familles. On a décidé de se servir de notre colère pour aider à réparer ce qui ne fonctionnait plus. Les analyses ADN prenaient trop de temps à notre goût. Donc on devait essayer de faire quelque chose pour accélérer le processus. On faisait du bruit. On passait aux informations. Les maires des Bakersfield 3 se rassemblent pour attirer l'attention sur un grand nombre d'affaires non résolues et dénoncer le manque de moyens. Le conseil de supervision a des fonds discrétionnaires qu'ils peuvent allouer. James est mort en avril. Et depuis, on a vu aux infos qu'il y avait eu plein d'autres meurtres. Et donc, il ne fait que descendre dans la pile. Nous sommes ici aujourd'hui pour demander au Conseil d'allouer des fonds supplémentaires au programme de témoignages anonymes. Parce que si personne ne veut parler à la police, nous ne pouvons plus compter que sur ce programme. L'un des plus gros problèmes, c'est qu'on attend encore le résultat des analyses ADN. On ne devrait pas avoir à attendre des mois pour savoir si un bras ou une jambe appartient à notre enfant. Je n'arrive pas à imaginer ce que vous vivez. Merci d'être là. Peu après que la jambe a été trouvée, quelqu'un a déposé une photo sur le pare-brise de ma voiture, qui était garée dans mon garage à ce moment-là. Je me demandais qui avait pu déposer cette photo. C'était une photo Polaroid de Bailey et de son petit copain de l'époque, Matt Queen. Je vais vous emmener chez Matt, là où lui et Bailey habitaient. Je continue de venir ici. Je repense à la dernière fois que je l'ai vue. Voilà, c'est cette maison-là. Je lui avais apporté des churros et elle s'est approchée de la voiture. Je lui ai dit « Viens t'asseoir » et elle m'a répondu « Je peux pas, il faut que je rentre ». Je ne l'ai jamais revue. La première fois que j'ai rencontré Matt Queen, c'était en décembre 2017. Bailey était heureuse et elle m'avait dit « Maman, je veux que tu rencontres Matt ». Ils étaient venus avec sa moto. Il s'est assis, il a enlevé son casque et je me suis dit « Oh mon Dieu, il a 40 ans, qu'est-ce qu'il fait avec ma fille ?» Je sentais qu'il était pas net. Matthew Queen avait commis des délits à San Diego. Il a fini par purger une peine de prison de 8 ans pour un kidnapping et une fusillade. Et puis il a été relâché en 2013 ou 2014, je dirais, et a déménagé à Bakersfield. Matthew Queen était un personnage intrigant, de mon point de vue de journaliste. Parce qu'il avait une femme et des enfants, il avait une jolie maison, un bon travail. Il suivait une formation d'électricien.
Mais il aimait aussi les armes à feu. Il en fabriquait. Et je peux prouver qu'il a vendu des armes à feu à plusieurs reprises. Le jour, c'est un père et un électricien, mais le soir, est-ce qu'il s'enferme dans son garage pour fabriquer des fusils d'assaut? Il m'a dit plusieurs fois qu'il aimerait bien me parler, qu'il avait des informations, mais il disait que je n'étais pas à la hauteur, que cette affaire me dépassait. Bailey et Matthew Quinn se sont fait contrôler par la police au volant d'un SUV. Et ils se sont fait arrêter parce qu'il y avait 5 ou 6 armes à feu illégales dans le véhicule. Bailey n'avait jamais fait de prison, mais Matthew, oui. Donc Bailey a tout de suite voulu porter le chapeau pour ses armes à feu, en disant qu'elles étaient à elle, parce qu'elles risquaient moins gros que lui. En tant que récidiviste, il faisait face à une peine plus lourde. Juste après que Bailey et Matthew Quinn sont sortis de garde à vue, il l'a amené à la maison un jour, pendant que je travaillais. Il a fait ses valises et l'a fait emménager avec lui. Ça déjà, c'était bizarre, parce qu'il vivait avec ses enfants, son ex-femme, sa mère, et maintenant Bailey. Je pense qu'il l'a accueillie chez lui pour garder un œil sur elle. Il ne voulait pas qu'elle parle. Elle me disait « Je ne peux pas te parler de l'arrestation, ne me demande plus rien ». Après ça, on ne s'est pas beaucoup parlé. Elle ne pouvait ni venir me voir, ni me parler. Il la tenait prisonnière et ne la laissait pas partir. Matt avait rendez-vous au tribunal pour l'arrestation de décembre avec Bailey, qui était censé porter le chapeau. Je lui ai dit, « Je peux venir ?»« Oh non, c'est à huis clos. » Et donc le 24, quand je lui ai écrit, elle a dit, « Je peux pas venir, ça s'est mal passé. » J'y suis allée plus tard ce soir-là, avec une tarte comme excuse, pour voir Bailey. Et le fils aîné de Matt, qui était au lycée, a ouvert la porte. J'ai demandé si Bailey était là, et il m'a dit non. Il m'a dit, je ne sais pas où elle est, mon père a juste dit qu'elle était partie. Le lendemain, je savais que quelque chose clochait. Même quand on se disputait, elle m'appelait. Je lui écrivais, je l'appelais, mais pas de réponse. À partir de là, plus rien. Ses réseaux sociaux, son téléphone, tout. Je suis retournée plusieurs fois chez Matt Quinn. Je frappais à la porte et je demandais « Où est ma fille ?» Puis j'ai fini par arrêter. Bailey a écrit à ma mère pour lui dire qu'elle avait dû partir quelque part. Ce message, la façon dont il était écrit, il y avait plein de fautes. Ce n'était pas Bailey. Elle n'aurait pas envoyé un message comme ça. Non. Et on n'a plus eu de nouvelles après ça. J'ai compris qu'elle avait disparu le 25, quand elle ne répondait plus. J'ai reçu le faux message quelques jours plus tard. Il disait « Maman,
J'ai dû partir. Je savais que quelque chose de grave s'était passé, parce que ce n'était pas sa façon de parler. Le lundi, je savais qu'il fallait que je signale sa disparition. Et c'était très frustrant, parce qu'il devait vérifier qu'elle avait bien disparu et qu'elle n'était pas juste partie en vacances. Parce qu'une personne de 18 ans et plus peut disparaître. C'est pas interdit par la loi. Matt Quinn me faisait tourner en bourrique. Il m'envoyait des textos et tout ça. Au début, je répondais. Il ne m'aimait pas, mais je ne cédais pas. Il ne me faisait pas peur. Matthew Quinn a toujours affirmé que quand Bailey est partie de chez lui, il ne savait pas où elle était allée. Tout ce qu'il savait, c'est qu'elle était partie. Matthew a souvent dit, notamment sur les réseaux sociaux, que Jane s'en prenait à la mauvaise personne et qu'elle l'accusait à tort. J'ai essayé de l'interroger à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il refusait de parler ou se taisait au bout de 10 minutes. Matt Quinn. On avait déjà entendu ce nom. C'était le type qui laissait ses commentaires bizarres à Jane. Elle était persuadée que c'était la personne sur qui on devait enquêter. Et c'est alors que Lance nous a dit « Micah m'en a parlé ». Ok, je crois qu'on est en direct. Je voulais juste vous montrer que j'étais en train de placarder des flyers à l'endroit où j'ai vu Bailey pour la dernière fois. J'accroche toujours des flyers. Sur ce poteau, ici, devant la maison. C'est ici que je l'ai vu pour la dernière fois. Ils détestent que j'accroche ces affiches. Parce qu'ils les voient dès qu'ils sortent de chez eux. Il y a un curieux qui a ralenti pour me regarder. Je sais pas qui c'est. Je lui ai fait signe parce que je ne savais pas pourquoi il s'arrêtait. Je crois que Matt a une nouvelle voiture. On dirait qu'il y en a qui vivent leur vie. J'ai cru que c'était Matt dans une nouvelle voiture, mais c'était Sarah Widmeyer. Ça, c'est Sarah. Ça, c'est mon bébé. Et ça, c'est Matt Quinn. Sarah Widmeyer et Bailey sont allées au collège et au lycée ensemble. Elle et Bailey se disputaient, puis elles s'échangeaient les vêtements et passaient du temps ensemble. Mais elles n'étaient pas si proches que ça. Après la disparition de Bailey, Sarah a emménagé avec Matt parce que son petit copain était en prison. Elle est vite tombée enceinte. Et Matt était le père. C'est bizarre. La copine de Matt disparaît, et voilà que son amie Sarah emménage. J'ai même écrit à la mère de Sarah sur Facebook pour lui dire « Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ma fille a disparu. Sarah habite chez Matt. Éloignez-la de lui avant qu'elle ne soit la prochaine, avant qu'elle ne disparaisse. » J'ai fait un live Facebook après que les poteaux avaient été graissés pour découvrir qui c'était. Je scotche juste celui-là. Je remonte en voiture parce qu'ils arrivent. Sarah a demandé une ordonnance d'éloignement parce qu'elle trouvait que je les harcelais en venant placarder mes flyers. Et des gens sur Facebook disaient des choses sur elle.
Le tribunal a essayé d'organiser une médiation avant qu'on passe devant le juge. Mais je ne voulais pas lui parler. Je savais que je n'avais rien fait de mal. Elle dit qu'elle distribue des flyers, mais ça va plus loin. On essaie de m'intimider pour résoudre cette affaire de disparition. C'est la dernière personne à avoir vu ma fille. Je cherche ma fille. Je ne vais pas m'arrêter. Mais je ne l'ai jamais menacée. Vous cherchez votre fille, mais ça fait 8 mois. Vous pensez que vous allez la voir se balader devant chez nous? Pourquoi pas? Tu sais quelque chose que j'ignore? On avait cruellement besoin que quelqu'un nous dise à qui appartenait chaque membre. C'était terrible de ne pas savoir. On nous a dit, ça peut prendre 1 an et demi avant qu'on puisse faire un test ADN. Les analyses ADN bloquaient l'enquête. Heureusement que tu as vu cet article, Cheryl. C'était à Paradise, en Californie, là où les feux ont fait rage et décimé toute la ville. Certaines personnes ne retrouvaient pas leurs proches, parce qu'à cause de l'incendie, il ne restait plus grand-chose des corps. Cette société, ANDE, avait offert d'aller en Californie et d'identifier les corps. Et tout ça gratuitement. L'armée utilise ces tests rapides. Les soldats les emportent sur le terrain. Oui, et ils ont pu identifier tous les corps. Oui, le test ne prend que 2 heures. Même quand on a très peu d'ADN. Mais il n'était pas implanté à Bakersfield. Jane était là. Je vais les appeler. Je les ai appelés. J'ai demandé combien ça coûtait et ils m'ont dit « On le fera gratuitement ». Oui, ce sont nos héros. Parce que le gouvernement peut prendre plus d'1 an. Mais avec la NDE, ça a pris moins de 2 semaines. En décembre, on a récupéré le profil ADN et on a organisé un entretien avec les maires. On a su que c'était L'un des deux. que soit Bailey, soit Micah avaient été identifiés. Je me souviens que j'étais chez moi. Di était là, ma mère aussi, ma sœur. Il y avait le médecin légiste, un commandant de police, les enquêteurs. On est arrivé chez Jane et il y avait je ne sais pas combien de voitures. Tout le quartier était là. C'était horrible. Il fallait être fort. On était obligé de passer par là. Cette réunion où on était toutes les 3, c'était très dur. C'était dur pour Cheryl et c'était dur pour Jane. Ce n'est pas un moment facile. On est entré, on s'est assis et le commandant de la brigade criminelle nous a dit « On a les résultats ». La jambe n'appartenait à aucun de nos enfants. Mais le bras Je t'aime. contenait mon ADN. J'étais dévastée. Cette chose qui fait de lui une partie de moi a prouvé qu'il était mort. C'est dur à expliquer, mais je ne suis plus la même. Je ne pouvais pas imaginer
Moi, je sais où est mon fils. Il voulait être incinéré et j'ai gardé ses cendres. Je ne pouvais pas imaginer n'avoir que son bras. Et Jane aussi était anéantie. Elle ne savait plus où chercher Bailey. Elle pensait qu'elle allait récupérer une partie de sa fille aussi. Du coup, c'était très dur. J'étais très triste que ce ne soit pas ma fille, parce que je pensais l'avoir trouvée. Je pensais que j'allais pouvoir la ramener à la maison et raconter son histoire. Je savais que cette réunion avait lieu et j'étais assise à côté de mon téléphone. Quand j'ai répondu, c'était Cheryl, en larmes. Ça ne m'arrive pas souvent de ne pas savoir quoi dire à quelqu'un qui a vécu une telle tragédie, mais il n'y a pas de mots. Di et moi avons planté cette croix. Di a fabriqué ce bateau en papier parce qu'il était dans la marine. C'est un hommage à lui. On est à Hart Park, au bord de la Cairn, à peu près à l'endroit où Micah a été retrouvée. On t'aime, Micah. Tu nous manques. On n'arrêtera jamais de chercher Micah et Bailey. Et on n'arrêtera jamais de traquer ceux qui ont fait ça à nos enfants. On traitait le dossier de Micah comme une disparition, mais le bras s'est révélé lui appartenir. Donc on a compris que l'enquête allait prendre un virage plus sinistre. Le médecin légiste a expliqué que c'était une blessure à laquelle il n'aurait pas pu survivre et qu'il n'avait pas pu se l'infliger par accident. Donc il a conclu à une mort par homicide. La police de Bakersfield a accepté de prendre en charge le meurtre de Micah et la disparition de Bailey. Bien sûr, Chad s'occupait déjà du dossier de James, et donc il est devenu le référent de nos 3 affaires. Si on compare une disparition à un homicide, l'homicide laisse plus de portes ouvertes. On a pu justifier l'obtention de mandats pour avoir accès aux relevés téléphoniques, aux informations bancaires et aux comptes sur les réseaux sociaux de Micah. J'ai passé pas mal de temps sur les réseaux sociaux et j'ai trouvé un post Facebook de Matthew Quinn. C'était une pièce du puzzle. Ce post sous-entendait qu'il savait ce qui s'était passé et que quelqu'un d'autre était impliqué. Je l'ai su assez tôt, grâce à une information que j'avais reçue. Mais j'avais du mal à y croire. Je me disais que ce n'était pas à moi de révéler cette information. Apparemment, Micah avait été démembré et Bailey y avait participé.